Bonsoir à tous, merci d'être là pour ce nouveau Cocoa Heads. Ça fait quelques mois là déjà, mais on va essayer de se rattraper. Alors ce soir on va parler GraphQL. Donc comme vous l'entendez, j'ai des petits problèmes de voix, je suis malade. Donc si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, levez la main, je répéterai. Donc ce soir on va parler GraphQL. Parce que chez Advice, du coup, on a implémenté côté mobile, du coup, un client GraphQL, et du coup côté serveur aussi. Et je voulais faire un petit retour d'expérience là-dessus et vous exposer un petit peu ce qu'est GraphQL et comment on l'implémente du coup côté mobile. Du coup, quelques informations. Donc GraphQL a été développé par Facebook à la base. Donc depuis 2012, Facebook l'utilise en interne pour ses apps mobiles. Et en fait, depuis 2015, ils ont open sourcé la spec GraphQL. Et depuis cette année, ils ont rendu la spec dispo sur une organisation GraphQL. Du coup, c'est plus sur le GitHub Facebook. Donc, petite information, donc, le serveur GraphQL de Facebook prend à peu près plusieurs milliards de calls par jour, pardon. Alors, c'est pas, la stat n'est pas... Enfin, voilà, en soi, c'est juste pour dire que ça scale, quoi. C'est pas, ils ont les serveurs Facebook derrière, mais la spec est là pour scaler. Alors, pourquoi GraphQL est né? Alors du coup, il faut dire merci au mobile, parce que c'est le premier cas d'utilisation et c'est pour ça qu'ils ont du coup designé cette spec. Alors ils avaient plusieurs besoins, notamment le fait de devoir fetcher des données d'API, mais de manière simple et puissante également, et pouvoir typiquement agréger des données de plusieurs API sans avoir toujours à répéter le même pattern de call API, parsing, etc., à faire ça sur les X clients mobiles. Et du coup, ils avaient la frustration qu'on a tous, c'est que les données, les modèles qu'on définit côté mobile, c'est pas du tout les données qu'on fetch côté serveur. Enfin, il y a tout un système de parsing à faire. Les queries qu'on fait ne sont pas forcément reliées à notre modèle directement. Ils avaient envie de vraiment penser données en termes de graphes, d'objets et de modèles de bout en bout en fait, côté client et côté serveur. Et le point le plus important, c'est que du coup, app mobile dit en mobilité et dit bande passante limitée. Donc le moins de data on fetch, le mieux c'est. Et donc le fait de pouvoir fetcher les data à la demande et d'avoir à un instant T que les data dont on a besoin, c'était aussi une des choses très importantes de GraphQL. Donc qu'est-ce que c'est GraphQL? Donc là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne rentre pas dans les détails d'implem serveur, donc il y a des choses qui peuvent ne pas être claires tout de suite. Donc quand on dit un serveur GraphQL, en fait GraphQL c'est une spec, et un serveur GraphQL en fait c'est l'implémentation de cette spec dans un certain langage. Donc Facebook ont implémenté, alors bizarrement en JavaScript. Alors je dis bizarrement parce que GraphQL est fortement typé et du coup JavaScript ne l'est pas, donc c'est assez étonnant qu'ils aient mis comme implémentation de référence JavaScript, mais c'est le cas. Et ensuite il y a plein d'autres boîtes qui ont développé du coup des implémentations en différents langages, donc là il y a quasiment tous les langages serveurs qui existent. Scala, Go, Ruby, Elixir, enfin il y a vraiment de tout. Et donc c'est ça, donc GraphQL est une spec, et un serveur GraphQL c'est l'implémentation de cette spec dans un langage. Donc GraphQL, donc comme son nom l'indique, Graph Query Language, donc c'est un langage de query du coup, qui permet de faire des queries comme ceci. Donc là c'est par exemple une query qui va récupérer l'ensemble des messages avec le champ ID et contenu. Ça c'est un exemple tout bête de query. Alors GraphQL, alors en général, il y a plusieurs utilisations, mais en général, c'est un point d'entrée unique, donc une API centrale qui permet à tous les clients du coup de se brancher dessus et d'aller chercher des données, que ce soit d'API, de base de données ou autre. En fait, donc, GraphQL peut faire de l'agrégation de plusieurs services, plusieurs bases de données. Pardon. Donc si on résume GraphQL, en fait, c'est donc un serveur GraphQL, c'est l'implémentation de l'aspect GraphQL sous forme de définition de modèles, donc comme les modèles que vous définissez dans vos apps, de ce qu'on appelle des queries et des mutations. Donc les queries et les mutations, c'est une query GraphQL, ça s'appelle comme ça. Les queries, ça va être plutôt pour récupérer de la donnée, et les mutations, ça va être pour du coup faire de l'édition de données, de la création de données et de la suppression de données. Et du coup, les clients consomment vraiment ce dont ils ont besoin, les champs ce qu'ils ont besoin. Pardon.
On va passer par un exemple un peu plus concret. Donc c'est pareil, je ne rentre pas trop dans les détails. Donc là, l'idée, c'est qu'on a défini un schéma GraphQL de ce type. Donc la syntaxe est assez lisible. Donc en gros, on a différents types, messages, auteurs, avec des liens potentiels entre les types, et du coup des attributs, avec à chaque fois un type fort de. Et on a aussi des queries et des mutations qu'on peut définir dans le schéma GraphQL. Donc encore une fois, dans l'implémentation serveur du GraphQL. Du coup, donc je vous le disais, le modèle de querying GraphQL, donc c'est soit des queries, soit des mutations. Donc là, au niveau des queries, donc en fait, ça c'est la query que je vous montrais tout à l'heure. Donc en fait, on va faire une query messages pour récupérer l'ensemble des messages. Donc ça va passer par GraphQL, qui va appeler une API derrière, et vous retourner ce résultat. Donc en fait, j'ai mis cette notion de resolver dans GraphQL, pour ne pas rentrer dans les détails, mais en gros, il n'y a pas de magie non plus. Si GraphQL arrive à translater cette query en il faut que je fasse un call sur messages API, que je parse les données, que je renvoie ça, c'est pas magique non plus, il faut que l'implème GraphQL le fasse. Et c'est ce qu'on appelle les resolvers en fait, où on va dire à GraphQL que pour telle query, pour résoudre les champs de la query, il faut que tu tapes sur cette API. Si tu as besoin de ce champ-là, il faut que tu tapes sur une autre API, etc., etc. Et donc du coup derrière, GraphQL va nous renvoyer un JSON comme ça, avec le nom de la query ici, et puis ensuite tout ce qu'on a demandé. Donc là en fait, on a demandé les ID et les contenus de tous les messages, et il va les renvoyer sous forme de tableau comme ça. Donc bien sûr, on peut modifier du coup à la volée notre query, c'est ça la grande force de GraphQL, c'est que du coup maintenant, du jour au lendemain, on peut dire côté mobile, ok, j'ai besoin maintenant de l'auteur et de l'ID de l'auteur associé. Donc on rajoute ça dans notre query, et magiquement du coup GraphQL va nous retourner non plus le payload qu'on avait avant, mais il va rajouter l'auteur et l'ID pour chacun des messages dont on a besoin. Et du coup, on peut faire varier les queries en fonction des UI aussi, et de l'évolution des UI dans l'app directement. Si je demande du coup des champs qui ne sont pas dans la Messages API par exemple, donc là c'est ce que je vous disais avant, du coup GraphQL va, donc quand il résout tous ces champs, il va dire ok, il faut que j'aille chercher les 3 premiers champs dans Messages API, et le name et le city de l'auteur, il faut que j'aille dans Users API. Il va faire les deux calls, il va agréger les données et les renvoyer. S'il y a des erreurs, il gère les erreurs par API. Du coup, il va y avoir un tableau d'erreurs, pardon, et du coup, il va dire que ok, le call à Messages API, j'ai pas réussi à récupérer les messages, ou j'ai pas réussi à récupérer les users. Ça va être un partial content, et on va pouvoir retry la query si besoin. Donc là, on va parler de mutation. Donc comme je vous disais, les queries, c'est pour du read, les mutations, c'est pour tout ce qui est donc, suppression, création de contenu, et update de contenu. Donc là, c'est de la même façon. Donc là, côté mobile, on va définir une mutation donc, qui est envoyée un message avec 2 arguments, donc un contenu, un auteur. Donc là, c'est pareil, tout est forcément typé de bout en bout. Et donc en fait, la différence d'avant, en fait, c'est que ici, c'est pas un argument, c'est on lui dit je veux exécuter ce message, et en fait, en retour, j'aimerais que tu me retournes l'ID du message. Et donc là, ici, on peut mettre toutes les propriétés disponibles sur l'objet message. Donc on pourrait dire renvoie-moi aussi le contenu, aussi, enfin tout ce qu'on veut. Du coup, je ne rentre pas plus dans les détails côté implémentation GraphQL et fonctionnement global. Si vous avez des questions après, on pourra en discuter plus en détail. Donc là, on va rentrer dans l'implémentation vraiment mobile, donc avec un client GraphQL. Donc on a notre serveur GraphQL et il faut un client du coup qui va interpréter du coup les requêtes que je vous ai montrées avant et appeler du coup le serveur GraphQL. Donc côté iOS et Android, on a utilisé une lib qui s'appelle Apollo. Apollo est un grand acteur de GraphQL. Ils ont fait beaucoup de libs, beaucoup de serveurs, ils proposent plein de services, et du coup notamment des libs mobiles, iOS et Android. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que vous déclarez la dépendance comme n'importe quelle autre dépendance, Cocoa Pods ou Carthage, et du coup vous rajoutez un petit script dans votre projet Xcode, un petit script Apollo, qui va du coup faire une query sur GraphQL, récupérer le schéma. Donc le schéma, ça va être l'ensemble de vos modèles, de vos queries, etc. Il va parser ce schéma, il va regarder en fait les queries que vous avez définies de manière locale, donc celles que vous voulez utiliser, donc le send message que je vous ai montré avant. Et du coup, il va générer du code Swift associé à tous ces modèles et à toutes les queries que vous avez demandées. Donc c'est pareil, si vous utilisez qu'un seul objet de votre modèle et que votre schéma GraphQL à 3 km de long, il va juste
générer du code Swift pour l'objet que vous utilisez. Alors du coup, on va passer à une démo. Alors c'est pas vraiment une démo, c'est plus une exploration. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche dans Xcode et un petit peu le code pour que vous puissiez vous faire une idée de comment ça se passe au niveau de l'implème côté mobile. Du coup, je vous le disais, donc on a déclaré la dépendance à Apollo dans notre code file ici. Je ne l'ai pas là. Bref. Donc du coup, on fait un nouveau script de build et en fait, on va tout simplement utiliser le framework Apollo et ils ont deux CLI, donc Apollo CodeGen, qui lui va en fait donc, récupérer le schéma GraphQL de votre serveur et l'écrire dans un fichier JSON. Et derrière, pardon, il y a un autre script GraphQL du coup, GraphQL Apollo qui va du coup générer le code Swift associé à ce schéma. Donc si on regarde de manière brute le schéma qui est retourné par le serveur GraphQL, donc c'est assez lisible en fait, hein. C'est pour chacun de vos modèles en fait, il va définir des types d'objets. Donc là il dit ok, j'ai un objet de type SDK message, une description, les champs, etc. etc. Donc tout va être défini de cette manière-là, et c'est lui qui va parser du coup générer du code Swift associé. Donc le code Swift qui est généré, donc vous pouvez le voir, il est pas trop dégueu pour le coup. Du coup il va se baser sur ce schéma et définir les objets comme ils sont définis sur GraphQL mais en Swift. Donc du coup voilà, là il définit une struct message resource avec les différents attributs, type name, author, ID, created date, etc., etc. Et du coup on va pouvoir directement manipuler ces types en Swift et on n'aura pas du coup de parsing à faire et on aura tout de suite, en retour d'une query ou d'une mutation, on aura tout de suite ces types directement parsés et instanciés. Et donc du coup, au niveau de Xcode, en fait on a défini quelques fichiers .graphql qui sont en fait tout simplement les queries et les mutations qu'on veut faire dans notre app. Donc on veut lister les messages, on veut register un push token, etc., etc. Donc, du coup on va décrire en fait toutes nos queries et nos mutations dans des fichiers .graphql. Donc là pour le coup c'est donc ici c'est une mutation qui fait l'envoi d'un message. Donc là c'est le listing de tous les messages par exemple. Là c'est le push token par exemple. Donc ici on dit pour register un push token on lui passe le push token, la plateforme et le mode. Et donc tous ces types que vous voyez là, donc string, mobile device platform, application mode, tous ces types là qui sont des enums ou des strings ou des types complexes sont redéfinis en Swift en fait. Donc on peut directement les utiliser. Donc genre application mode, c'est une enum avec deux attributs. On peut directement instancier l'enum en Swift quoi, avec ces attributs. Donc voilà pour la définition des queries et des mutations. Donc c'est ce que je vous disais en fait, si vous définissez qu'une seule query ici, genre les messages, il va uniquement vous générer du code Swift associé au modèle de message. Et du coup maintenant l'implémentation donc en Swift, donc dans votre code. Donc là on va voir juste le listing de tous les messages par exemple. Donc c'est aussi simple que ça. On a ce qu'on appelle un Apollo Client, c'est juste une instantiation d'un objet Apollo, en lui passant l'URL du serveur GraphQL, tout simplement. Et c'est pareil, les queries sont aussi des objets, les mutations sont aussi des objets. Du coup, on va pouvoir les instancier et leur filer les paramètres dont ils ont besoin. Donc là, Messages Query ne prend pas de paramètres, puisque c'est juste un listing de messages, de tous les messages. Donc du coup, on instancie cette query, et on la passe au client Apollo, du coup, qui va savoir en fait tout simplement résoudre tout ce qu'il faut, faire une requête au serveur et renvoyer le résultat. Et donc là au niveau du résultat, comme je vous le disais avant, on a directement en fait des objets parsés pour nous en fait. Donc on a un résultat, dans ce résultat on a l'ensemble des messages qu'on peut directement en fait récupérer et potentiellement remapper sur notre modèle, si on veut renommer par exemple l'objet, mais enfin voilà, on peut le remapper sur notre modèle directement. Voilà au niveau de l'implème. C'est quoi le type de result? Ouais. Le type de. Alors ça du coup,
GraphQL Query Executor, c'est un objet qu'on a fait nous. C'est juste Ok. au-dessus de... c'est pour avoir cette souplesse du success failure et pour gérer les erreurs de manière centrale. Donc en fait, si je vais là-dessus... du coup, ici, on va utiliser le client Apollo. En fait, c'est tout aussi simple. En fait. On va utiliser le client Apollo, on va faire un fetch dessus avec la query qu'on a passée en paramètres. Et du coup, Apollo va nous renvoyer un résultat, une erreur. Et du coup, dans ce résultat, il y a du coup l'ensemble des messages. Ou rien, du coup, s'il y a une erreur. Donc nous, on fait juste une petite validation avant et on met les résultats proprement dans un enum. Voilà, donc en gros, si on ne voulait pas faire cette méthode générique de validation, etc., il y aurait juste à faire Apollo client.fetch avec l'instanciation de la query. Et du coup, il nous retournerait directement le résultat, soit un tableau d'erreur, soit un résultat du coup avec les messages dedans. Donc là, on le voit pour récupérer du coup les messages. Donc si je reviens au fichier d'avant, on fait un result.messages tout simplement. Ça, c'était générique. Ça, c'est générique. Messages. Ça, c'est du coup Apollo qui le fournit directement, par C instancié. Tout à fait. Et du coup, dans un schéma GraphQL, on peut définir nos types à nous, en fait, des types custom. C'est ce qu'ils appellent les types Scala. Et en fait, on peut, dans Swift, en fait, quand Apollo va fetcher le schéma, on peut lui dire garde les types que tu connais pas en Swift. Moi, je te les fournis plus tard. Et donc, ce qui fait que typiquement, on a pu définir le type UUID qui est sur le serveur. Et du coup, en Swift, comme on a un type natif qui s'appelle aussi UUID, bah, par défaut, en fait, il est automatiquement mappé sur ce type. Il faut juste implémenter du coup du JSON encodable et JSON decodable pour qu'il puisse, Apollo, que la lib puisse le décoder et l'encoder en fait, pour les échanges entre lui et le serveur. Mais enfin, ça se fait en quelques lignes. On peut définir tous nos types custom qu'on veut, aussi bien du coup côté mobile que côté serveur. Donc ça fait beaucoup d'infos. Ce qu'il faut retenir du coup, on le verra après dans la presse, c'est que au niveau intégration mobile, il n'y a vraiment quasiment rien, on le voit. Et en fait, tout ce qu'on voit ici, les quelques lignes là, en fait, c'est la même chose sur tous les clients, que ce soit iOS, Android et le front. Donc c'est quand même au niveau de l'effort à fournir côté back par rapport à ce qu'on fait côté front, du coup, ça vaut vraiment le coup. Ça dépend des use cases effectivement, mais c'est vraiment super intéressant. Du coup, si vous voulez jouer un petit peu avec GraphQL, il y a une plateforme qui s'appelle GraphCool. Alors ça fournit un serveur GraphQL de test en fait, que vous pouvez tester. Et là vous pouvez définir en fait votre schéma en définissant des modèles. Et ensuite vous pouvez directement query ces modèles en récupérant l'endpoint de l'API GraphQL. Donc, vous pouvez tester avec Apollo et puis cet endpoint là et faire des queries déjà assez rapidement pour vous donner une petite idée de la chose. Et du coup, pour terminer, donc les bénéfices de GraphQL côté mobile surtout. Donc on a des modèles autogénérés qui sont liés que aux data qu'on utilise et du coup qui sont reliés au schéma de notre serveur. Si le schéma évolue, si par exemple un champ est supprimé, ce qui est normalement pas le cas dans le côté GraphQL puisqu'on fait du add-only normalement, mais au niveau compile en fait ça passera plus. La compilation ne passera plus parce que Apollo va refetch le schéma, va régénérer le code Swift. Et du coup, cet attribut ne sera plus présent dans le code Swift. Donc ça va plus compiler tout simplement. Donc c'est fortement typé, comme je vous le disais, et ça c'est aussi super cool de se dire qu'on définit les types côté serveur et que en fait, côté Swift on a les mêmes types et on ne doit pas reparser ou rechanger les types en string pour les envoyer au serveur et les reparser effectivement côté mobile. Alors Apollo, ça c'est une spécificité de la lib, elle a une gestion de cache interne qui est assez performante. Et du coup, comme je vous le disais, il n'y a plus de parsing, plus de casting, et vraiment, ça facilite vraiment la vie. Du coup, pour chaque nouvelle ressource qu'on expose, côté mobile, on en a à peu près pour une demi-heure pour implémenter la route. Enfin, c'est assez impressionnant. iOS et Android, quoi. Donc après, il y a un overhead côté back, c'est sûr. Et du coup, oui, c'est ce que je disais, donc un autre client, donc tous les fichiers .graphql que vous voyez, en fait, c'est la même chose, quel que soit le client. Donc, quand Android implémente une route, il crée un fichier .graphql avec la query ou l'invitation.
il copie-colle le fichier, me le donne, je le mets dans mon projet, et du coup il y a directement la query et la mutation qui est générée de la même façon. Donc ça aussi c'est plutôt confortable. Et voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, maintenant ou après, tant que j'ai de la voix. Une question. Moi, Oui, pardon. Oui. J'ai juste, quand tu es revenu sur l'exemple avec JSON encodable et decodable, Oui. Est-ce que c'est une limitation qui fait que pour l'instant ça ne gère pas codable directement ou c'est un choix enfin, pourquoi du coup c'est pas codable Parce que UID ne l'est pas. Ah ok. C'est ça la question. Ouais, Oui, c'est ça, oui. Ouais, mais effectivement, je pense que tu as raison. Ils auraient, je pense, pu, s'ils avaient développé la ligne maintenant, se baser sur Codable pour faire en sorte que tu puisses étendre tes types pour que Oui, ça marche. tout à fait. Pas. Oui, non, mais en fait, Ouais. eux n'utilisent... Ah, c'est ça, Ça. j'ai mal compris la question. En fait, effectivement, eux n'utilisent pas le protocole Codable en interne Apollo, Ok. effectivement. Ça marche. Et du coup, c'était mon premier réflexe à Implem, je l'ai hérité de Codable, mais ça marche Ouais, pas. ok. Oui, tout à fait. Pour l'instant c'est pas à jour avec ça. Exactement. Ça marche. Une grosse pierre à faire, je pense. Juste, est-ce que vous l'avez vous mis en place à iAdvice? Oui. Ok. Et du coup, ça a pris convertir les clients. Déjà, côté client, ça a été long la conversion ou pas? Alors du coup, il n'y avait pas de conversion parce que c'était un nouveau projet, donc on est parti que sur les GraphQL. Parfait. Et Ouais. côté back, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire Alors du coup, côté serveur, le serveur GraphQL était déjà en place, donc on utilise du Scala, une lib Sangria. Donc c'est l'implémentation Scala de GraphQL, de l'aspect GraphQL. Donc le serveur était déjà en place, et en gros pour exposer les API dont on avait besoin, ça a mis moins de 5 jours. Oui, d'accord. Ok. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. Et du coup maintenant on a nos queries, et si on veut un champ supplémentaire, du coup on va dans les fichiers GraphQL ici, et puis on rajoute les champs qu'on veut quoi, derrière. Et du coup on fetch les données qu'on veut et dont on a besoin. Donc après il y a un effort côté back à faire. Effectivement, monter le serveur GraphQL. Ça c'est long en fait Pardon? C'est long de faire ce serveur Bah, du coup, tu utilises une implème qui existe déjà. Donc, en ce cas-là, tu utilises Sangria par exemple. Donc, tu utilises cette implémentation-là. Et derrière, il faut le temps de rentrer dans le fonctionnement de GraphQL. De définir des types de queries, des types de modèles, etc. Et ce principe de resolver, où tu vas dire que tel champ, du coup, tu le résous par telle méthode, qui elle va faire le call API. Mais en fait, en soi, l'implémentation GraphQL côté serveur qu'il y a à faire, c'est tout simplement un call API, un parsing et un remapping des données, quoi. En fait, ce qu'on ferait côté mobile, mais du coup qui est fait qu'une seule fois côté back et qui a peu besoin de le faire côté client. Avec la force que, du coup, une fois que le serveur GraphQL sait parser tous tes champs, en fait, tu peux du coup mutualiser ta query et combiner des données de 6 API en une seule query. Donc, en gros, tu dis, OK, pour parser tous les messages, voici la méthode. Donc, cette méthode va faire un call API, parser les données du message et les mettre dedans. Pour parser les auteurs, les users, voici cette méthode. Et du coup, tu peux demander dans la même query les messages, les auteurs. Et du coup, GraphQL va utiliser les deux résolveurs différents pour faire les queries aux deux API. Et du coup, te mixer ça en une seule réponse. Et il y a un système de cache côté serveur au niveau des résolveurs? Alors, il y a un système de cache possible. Alors, ça dépend du coup de l'implémentation, encore une fois, de ce que tu veux en faire. Il y en a en gros qui utilisent pour tout ce qui est objet, message, auteur, tout ce qui est objet, sous-objet, etc., qui utilisent que des principes d'ID externes, du coup, où le cache est plus facile à mettre en place. Mais nous, on a choisi d'autoriser les objets nestés. Du coup, le cache est moins facile à mettre en place. Mais voilà, c'est aussi la force de GraphQL, c'est de pouvoir avoir ce nesting d'objets assez facilement et rapidement. Donc après, tu as peut-être moins de cache possible. Mais, quoi qu'il en soit, ça reste quand même performant, quoi. Et ça scale autant que tu peux scaler tes API derrière au final. C'est utilisé par Facebook. Et c'est utilisé par Facebook. Et par plein d'autres boîtes. GitHub l'utilise aussi intensivement. Ouais. C'est vraiment, vraiment cool. Surtout côté mobile où du coup tu peux demander les données vraiment dont tu as besoin dans chaque vue. Dans un listing,
tu demandes que la liste. Dans le détail, du coup, tu vas charger les images, les détails, etc. Enfin, c'est au niveau consommation de data, c'est vraiment impressionnant. Et puis il y a plein de features. Côté mobile, tu as beaucoup de docs, tu réussis facilement à rentrer dans Ouais, c'est c'est. les infos. Oui, bah, enfin, clairement, Apollo, vous irez voir, mais c'est impressionnant leurs produits qu'ils ont. Ils ont une doc vraiment bien construite, les produits sont vraiment top. Il n'y a aucun souci là-dessus. Puis il y a d'autres fonctionnalités de GraphQL aussi sympas. Le fait de pouvoir déférer des queries. Donc en gros, tu lui dis, quand tu rentres dans une vue de détail par exemple, d'un article, tu lui dis je veux la description de l'article, le titre de l'article, mais l'image tu me la défères. En gros, donne-moi ce que tu as le plus rapidement possible. Donc en fait, il va faire deux queries. La première query, dès qu'il a la description et le titre, il va le renvoyer. Du coup, on a quasiment instantanément la description et le titre, et du coup, l'image, il va la charger aussi. Dans la même query, mais du coup, il va la renvoyer en mode différent. Donc il va rappeler deux fois la même callback avec deux fois les données différentes. Il y a plein de features sympas comme ça. Ouais, et du coup, tu disais que ton modèle était généré à la compilation. Oui. Mais ça ralentit pas la compilation. Non, pas du tout. Non, c'est quasiment instantané. Alors, on n'a pas des gros modèles, donc je ne saurais pas te dire sur un truc vraiment. Mais ça reste du parsing de JSON. Enfin, j'ai pas constaté ceci en tout cas sur notre petit modèle qu'on a. Mais le fetch depuis le serveur, il le fait à chaque fois que tu fais. Ça, tu peux le définir. Ouais, c'est toi qui Ouais, tu le définis. Du coup, tu peux faire un script avec des variables, etc. Pour l'instant, on n'a pas fait ça, mais tu peux le faire. Pourquoi est-ce qu'ils font ça à la compilation? En fait, le modèle ne change pas beaucoup. Oui, tout à fait. Mais du coup, là, c'est clairement, ils te disent ça parce que on a besoin du fichier API.swift qui est généré du coup à la compilation. Mais après, effectivement, du coup, ce qu'on fait en général, c'est que on lance le script une fois, et du coup derrière, on commente en fait les steps tout simplement. Oui. Et quand il y a des changements du coup côté serveur, on refait un fetch du schéma. On ne change pas tous les jours. C'est pour s'assurer, j'imagine, que tu es compatible avec le serveur. C'est ça. Aussi, ouais, aussi. T'es sûr de jamais utiliser une app, C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais du coup, oui, effectivement, et ça pose des problèmes au niveau CI aussi. Si le CI n'arrive pas à faire la query sur GraphQL, du coup, le build est cassé, alors que, enfin, tu vois. Donc effectivement, là, c'est par internet, lui, ça plante. c'est ça. Là, c'est par facilité du coup que Apollo dit ok, tu fais un build script brut comme ça, mais après, on peut mettre des vardanves qui fait que ça build que quand tu archives par exemple, ou que ça va récupérer le dernier schéma pour être sûr effectivement que tu sois compatible prod. Mais voilà, après il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Est-ce que c'est comparable à Real ou c'est rien à voir? C'est pas tout à fait la même chose pour le coup. Là c'est Realm, j'ai jamais utilisé la partie serveur, tu parles de Realm? Non, je parle de la partie. Enfin. Ouais, plus la partie. Pardon? L'objectif, en fait, je veux dire, l'essence même de la solution. Ouais. Tu vois, Apollo, est-ce que c'est comparable à la ligne client de Real ou c'est rien à voir? Non, je pense pas que. Là pour le coup, Realm, tu parles de la DB? Je parle, ouais, au niveau. Parce qu'il me semble que sur Real, tu peux, en fonction du modèle serveur, générer plus ou moins des modèles clients. J'ai jamais utilisé du coup Realm dans ce mode-là, donc je pourrais pas te dire. Ouais, ils ont une partie serveur, c'est ça, Realm? Ouais, il y a une serveur. Ouais. Quand je l'ai utilisé, le peu que j'ai utilisé, c'était que local pour le coup. Et du coup, au niveau serveur, je sais pas du coup ce qu'ils ont comme. C'est pas du tout dans cet aspect-là. C'est plus. Mais là, c'est vraiment en mode composition de données. Quoi. Tu composes tes données comme tu le veux, en fait, comme tu le souhaites. Mais tes données, elles sont pas persistées en base, là, il n'y a pas de base en fait. Tu peux les persister si tu veux, mais non, là, il Parce n'y a pas de que base. du coup, si tu veux faire un core data, mettons, tu vas être embêté vu que ils vont pas dépendre, enfin ils vont pas hériter de manage object. Ou si tu veux faire du RIM, tu vas être embêté aussi. Non, pourquoi? Tu peux remapper, c'est ce que je disais juste avant, en fait, ici. Dans ton client, ici typiquement, je prends l'ensemble des messages du coup récupérés de GraphQL, Ouais. et en fait je réinstancie un objet, non, là je les récupère. En fait, en gros, ici, dans l'objet généré par Apollo, du coup c'est un objet type message resource.
Et moi, du coup, j'ai défini un objet qui s'appelle message.swift. Réinstancie en fait des objets de type message avec les objets message ressources de GraphQL. Donc là, typiquement, je pourrais le mettre en un nest-manage-object, par exemple. Ok, mais tu fais quand même un mapping alors entre le message ressource et message. Oui, mais c'est les mêmes champs du coup au final. Enfin, tu peux les réinstancier quoi. Tu vois. Enfin, tu peux refaire le mapping effectivement si tu en as besoin. S'il y a le besoin, effectivement, tu peux. Donc, je pense que ta question, c'est en gros, GraphQL ne t'offre pas directement des modèles utilisables, Non. Oui, mais il va donner des données brutes et c'est à C'est toi ça. de les gérer après. Du coup, des données brutes quand même instanciées sous forme d'objets, Ouais, liste voilà. d'objets, etc. Données Enfin, brutes mais il typées. n'y a rien à parser et tout est typé effectivement et instancié directement. Donc après, parce que potentiellement, des fois, tu dois raffiner le modèle. Oui. Parce que tu as des liens dans le JSON, il y a un ID à un endroit qui peut pointer vers. Tu peux, oui. Tout ça, il ne va pas te l'offrir, c'est à toi de le gérer. Bah après, du coup, comme on l'a vu, comme c'est fait, au niveau des schémas, là typiquement, quand je récupère un objet message, en fait, les objets nestés, author, ID, etc., si je rajoute name, etc., bah ici il va me créer proprement un objet SDK message avec un objet author dedans, un attribut, qui a ses attributs ID et name, donc enfin, l'objet sera déjà propre. Quoi. Il sera comme tu as défini ta query. En fait, c'est un objet que tu peux utiliser en direct Oui, c'est ça. si tu veux pas faire de DB local. Et si ton objet auteur, enfin, si l'ensemble de tes champs est défini ailleurs, parce qu'il y a la liste des auteurs, mettons, dans ta ligne request, Oui. tu dois faire le mapping, toi, après. Non, alors du coup, mais je vous ai pas détaillé ça parce que je voulais pas rentrer trop dans les détails, mais du coup, dans le messages, là, bah, justement ici, en fait, on a ce qu'on appelle des fragments. Et du coup, les fragments, en fait, c'est pour définir des objets communs à plusieurs queries. Et donc là, du coup, j'ai défini un fragment qui s'appelle message resource, avec comme nom de type Swift SDK message. Donc en fait, je peux utiliser des messages ressources dans toutes les queries que je veux. Donc à chaque fois que j'ai besoin d'un listing de messages, je peux utiliser le fragment message ressource. Et ça mappera sur un seul et unique objet Swift direct. Et du coup, pour les élus, t'es pas embêté? Est-ce que vous obligé de surcharger Non, pas du tout. Justement, il génère des enums Swift. Donc, du coup, si on va voir dans le fichier généré, donc là on avait vu c'était plateforme Mobile Device Platform. Du coup, il m'a généré une enum. Case Apple, case Google. Et je peux l'utiliser directement en Swift de cette manière. Et vous avez vu, le code est pas. Enfin, franchement, pour du code généré, c'est pas dégueu. Franchement, ils utilisent. Enfin, franchement, c'est lisible, quoi. C'est vraiment lisible. Voilà, et du coup, sur Android, on utilise Apollo Android. Et ça marche de la même façon. On est sur Kotlin, enfin le code Kotlin et Swift, avec Apollo derrière, c'est du copier-coller. Ouais, vraiment, l'effort est vraiment moindre. Comme dit, pour rajouter une API, c'est incroyable la rapidité. Quoi. Il n'y a plus besoin de dire ok, c'est quel endpoint, c'est quel. Non, okay. C'est quoi la query, ok, c'est quoi les champs dont on a besoin. Hop, en une demi-heure, c'est plié, on a tout ce qu'il faut. La validation, le mapping, le parsing. Voilà, après, c'est clairement. Le gain est énorme. Autre question. Oui. Vous êtes en prod avec ça? Oui. Du coup, est-ce que vous avez su mesurer l'impact que ça a eu côté serveur, l'overhead, en fait, le fait de nester les requêtes, en fait, c'est surtout ça qui m'intéresse. Ouais, alors du coup, on est en train de mettre en place du tracing pour vraiment voir au niveau GraphQL, et parce qu'on a plein de microservices aussi derrière, Ouais. pour voir un petit peu du coup les performances de tout ça. Donc c'est passé encore en cours, mais pour le moment, il n'y a pas de. Enfin, au niveau En tout cas, GraphQL. ouais, sur la première mise en prod, vous n'avez pas vu de pic, quoi. Non, on n'a clairement pas. Déjà, on n'a pas 150 millions d'users, clairement. Ouais. C'est le tout début, donc c'est le SDK mobile du coup d'Advise pour permettre d'intégrer du chat dans les apps mobiles. Et non, clairement, enfin comme dit, il n'y aura pas, il y a pas de souci, il n'y aura pas de souci de perf particulier, notamment, enfin d'un point de vue serveur GraphQL, endpoint GraphQL, il n'y aura pas de souci de perf particulier. Après, c'est au niveau des API. Après, il faut pouvoir scaler tes API de la même façon. Oui. Voilà. Merci. Super.